Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de me retrouver en Valais ce soir, en particulier à Montet, que je connais pas très bien, donc je me réjouis de le connaître mieux. Et je me permets en ouverture de féliciter les responsables de Appel Citoyen pour leur initiative et notamment pour ce magnifique programme de conférence qui est assez impressionnant. Ceux d'entre vous qui vont le suivre intégralement auront mérité d'être élus à la Constituante, je pense. J'espère que le peuple le reconnaîtra aussi. En tout cas, ils auront déjà fait l'échauffement pour les travaux qui les attendent par la suite. Alors, je vais essayer de vous présenter ce qui s'est passé à Fribourg il y a quelques années pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée de ce qu'est une constituante, ce que ça représente comme activité, comme charge et comme intérêt aussi. Tout en précisant, comme je le disais tout à l'heure à l'une d'entre vous, que la situation est différente dans chaque canton, donc ce sera forcément différent en Valais, mais vous, comme nous, sans doute, allez vous inspirer aussi de ce qui s'est passé dans certains autres cantons. Pour prendre le plan de mon intervention, je vais commencer par vous expliquer comment on en est arrivé à cette élection de la Constituante, mais je vais être assez bref là-dessus, puisque vous êtes déjà à un stade avancé avec la votation populaire qui a eu lieu au mois de mars. Et je vais ensuite pas mal vous parler des constituants, d'où viennent-ils, combien étaient-ils de candidats, qui sont-ils, la structure socio-professionnelle, etc. Et puis je vais vous parler de la composition de la constituante, de son organisation, de son organigramme. Ensuite, un petit mot sur les coûts des travaux, puisque ça intéresse toujours certains, certaines. Et puis, c'est pas négligeable non plus, mais on ne va pas s'attarder beaucoup sur les coûts, je vous rassure. Et ensuite, je vais vous expliquer le processus d'élaboration de cette nouvelle constitution, qui sera peut-être différent en Valais, mais enfin, c'est une base. Et puis, quelques mots ensuite sur la mise en œuvre de la nouvelle constitution une fois qu'elle aura été adoptée par le peuple. Et enfin, je me permettrai quelques recommandations ou suggestions qui sont tout à fait personnelles. Vous en ferez évidemment ce que vous voudrez si vous êtes de l'aventure. Voilà, alors pour ce qui est des prémices, donc, il faut rappeler peut-être que le mouvement général de révision totale des constitutions cantonales a été déclenché en quelque sorte par l'arrivée du petit dernier de nos cantons dans le paysage national, c'est-à-dire le Jura, qui s'est donné une constitution en 1978, et c'est à partir de là que les autres cantons se sont rendus compte que leur propre constitution était un peu vieillotte. Alors vous avez mis longtemps à vous rendre compte que la vôtre était un peu vieille, mais elle était un tout petit peu moins vieille que les autres. La plupart dataient encore du 19e siècle, celle du Valais de 1907, elle était un tout petit peu moins ancienne. Maintenant, sauf erreur de ma part, il reste 2 cantons à part le Valais qui n'ont pas réalisé cette révision totale, en Suisse alémanique. Alors à Fribourg, c'est en 1998 que le Grand Conseil a voté le principe d'une révision totale et lui-même aurait préféré s'en charger lui-même, donc le Grand Conseil du travail, mais le peuple en a décidé autrement sur la proposition d'ailleurs du Conseil d'État aussi, qui était favorable à l'élection d'une constituante. Donc en juin 1999, le peuple fribourgeois a décidé de réviser sa constitution et de le faire par une constituante. À ce moment-là, il y a tous les travaux d'organisation, disons en amont, qui se sont déclenchés de la part de la direction des institutions. Donc chez nous, on parle de direction comme chez vous, de département. Il y a eu un comité de pilotage constitué d'experts et de fonctionnaires, et présidé par le conseiller d'État Pascal Corminboeuf, qui a préparé le terrain, disons, en essayant déjà de faire de premières réflexions, d'émettre des cahiers d'idées qui pouvaient déjà servir de base de travail aux futurs constituants. Et le 12 mars 2000, la constituante a été élue. C'était un jour assez particulier pour l'histoire électorale fribourgeoise, dans la mesure où il y a eu 748 candidats qui se sont présentés pour les 130 sièges en jeu. Donc c'est un engouement qu'on n'avait jamais constaté à ce niveau-là pour les élections au Grand Conseil.
On ne l'a plus constaté d'ailleurs par la suite non plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la nouvelle constitution a réduit l'effectif du Grand Conseil, donc ça devient aussi assez naturel. Il est passé de 130 à 110 sièges. À Fribourg, comme en Valais, il y a plusieurs cercles électoraux, donc il y en a 8. C'est les districts plus la ville de Fribourg qui constitue un cercle en elle-même. Et donc les élections s'organisent au niveau des districts. Et le phénomène qui a été intéressant aussi à ce niveau, c'est qu'il y a eu, comme chez vous, un large engouement de la part de ce qu'on appelle la société civile, mais disons les gens qui ne sont pas membres de partis politiques, qui ne sont pas directement actifs, même dans leur commune ou autre, mais qui ont un intérêt pour la chose publique, qui ont des idéaux, qui s'intéressent à la vie de leur canton, à son avenir. Et ils sont très nombreux à s'être dit que c'était l'occasion de jouer un rôle, chacun à son niveau. Donc, il y a eu d'assez nombreuses listes hors parti, si on prend l'ensemble des districts qui se sont présentés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart, enfin un grand nombre des partis politiques du canton ont ouvert leur liste à des gens qui n'étaient pas membres de leur parti. Si bien que le résultat, c'est qu'on a eu, au soir de l'élection, on a eu 12 élus qui étaient hors parti. Il y en a un qui a rejoint le groupe socialiste. Et puis, sur les 118 qui restent, en fait, on ne les a pas comptés, mais il y en a bien quelques-uns qui étaient des gens qui n'étaient pas membres de ces partis. Pour ce qui est de la structure sociale, disons, de la constituante, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple le nombre de femmes. Il y en avait moins que les hommes, mais il y en a quand même eu 49 pour 81 hommes, ce qui était aussi un net progrès par rapport à ce qu'on connaissait au niveau du Grand Conseil. Donc ça représente à peu près 38% de femmes. Et puis sur le plan des catégories professionnelles, eh bien, c'est surtout les enseignants qui ont obtenu la plus grande place dans la salle, devant les juristes et les avocats, M. Monard. Et puis ensuite les représentants des milieux de la santé et du social, ensuite les agriculteurs, et puis les retraités, qui étaient au nombre de 8, et les mères de famille étaient aussi au nombre de 8. Ce qui est, à mon avis, encore plus intéressant que la structure socio-professionnelle, c'est la pyramide des âges, parce que là aussi, on a une structure tout à fait nouvelle, dans le sens où elle est beaucoup plus large. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, en principe, une élection à la constituante se déroule sans aucune incompatibilité, donc tout le monde est éligible. Alors j'ai appris ce matin qu'en Valais, il y aurait une petite catégorie de personnes qui semblent ne pas être éligibles. C'est un peu dommage, mais enfin, dans l'ensemble, si vous voulez, les gens qui ont déjà une fonction politique, même théoriquement un conseiller d'État pourrait se présenter à la constituante, mais ça c'est assez peu probable, évidemment, ils ont déjà assez d'occupations. Mais par exemple, à Fribourg, on a eu un juge cantonal, 2 présidents de tribunal, on a eu un préfet, on a eu d'anciens conseillers d'État, un conseiller national en exercice, d'anciens conseillers nationaux, un ancien conseiller aux États. Et puis, vous le verrez peut-être tout à l'heure, on a eu aussi de futurs parlementaires fédéraux, pour ne pas dire plus. Donc la pyramide des âges, avec cette ouverture aussi, puis le fait que ça restait inconnu, la charge de travail, et puis ce que ça représente, mais disons, ce qu'on savait, c'est que c'était limité dans le temps, en principe à environ 4 ans, donc on s'investit peut-être plus volontiers sur une période comme ça que dans un parlement où on soit déjà parti pour 10 ans. Donc le plus âgé de nos élus, il avait 84 ans au moment de l'élection, et puis la plus jeune, elle avait 18 ans et quelques semaines. Donc c'est vraiment un écart assez énorme. Alors vous les voyez sur cette photo, donc il y a Joseph Ray à gauche, sur la photo qui a été prise lors de la dissolution de la Constituante, il avait 88 ans donc. Et Sophie Bugnon, la Benjamine, qui avait 18 ans à l'élection, 22 ans sur cette photo. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui avaient une grande expérience politique avant de venir à la Constituante. Il y en a d'autres qui n'en avaient aucune. Évidemment, ceux qui ont 18 ans, en général, ils n'en ont pas beaucoup. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que
Ces 3 élus de 18 ans, en fait, avaient réalisé une espèce d'exercice d'instruction civique au niveau du collège à Bulle, dans le sud du canton, et ils ont monté 2 listes de candidats avec leurs profs d'instruction civique, comme une sorte d'exercice, mais ils ont quand même pris ça très au sérieux. Mais ils n'osaient pas croire qu'ils obtiendraient des sièges. D'ailleurs, le garçon qui a été élu, il avait promis qu'il se mettrait la boule à zéro en cas de succès. Il a tenu parole. Heureusement, les filles, pas. Mais c'était quelque chose d'assez spectaculaire et aussi d'assez sympathique. Et ce qu'il faut dire, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, ces jeunes, ils ne sont pas restés en second plan dans les travaux de la Constituante. Ils ont tout de suite été intégrés parce que le bureau provisoire a été constitué des 4 doyens et des 3 plus jeunes pour organiser les premiers travaux. Et puis ensuite, c'est des gens qui ont eu des responsabilités. Une de ces 3 filles est devenue chef du groupe citoyen, justement, du groupe des hors-partis, une année ou 2 plus tard. Bien sûr que j'ai fait allusion au fait que ça demande un certain engagement de travailler dans une constituante, c'est vrai. Je ne pourrais pas vous dire quelle sera votre organisation. À Fribourg, les séances ont traditionnellement été organisées la journée et non le soir. Et puis c'était souvent des séances sur une demi-journée, donc environ 3 heures, disons. Mais pour certains, ça a pesé un peu lourd. Et puis, parce que la première année, c'était, disons, les 6 premiers mois des travaux vraiment de fond. C'était un rythme de 2 séances par mois, donc toutes les 2 semaines, il fallait faire une séance, puis encore des petits travaux de préparation entre deux. Ça a parfois découragé quelques personnes, si bien qu'on a eu un nombre important de mutations sur l'ensemble de la période. On a eu 38 démissions sur 130 élus. Mais ça a aussi permis de redynamiser les choses. Enfin, les gens étaient très facilement intégrés. Alors, quant à l'organisation de l'Assemblée elle-même, évidemment, rien n'est prévu à la base. Vous ferez les Valaisans comme vous voudrez. Il y a eu une tentative au début des travaux à Fribourg de dire on ne veut pas faire des groupes parlementaires, on ne veut pas être partisans, etc. Et c'est une constituante qui venait d'un parti, le PDC en fait, qui avait proposé ça. Mais malheureusement ou heureusement, ça ne s'est pas réalisé. Ça a paru peu réaliste à l'ensemble, à la majorité. Et puis le fait qu'il y ait des groupes, finalement, ça aide aussi à situer les choses, à organiser les débats et les échanges. C'est pas si mauvais que ça, à identifier les tendances, disons. Mais en tout cas, au début des travaux, ce qu'on a observé, c'est que c'était relativement peu politisé, peu partisan, disons. Le débat était très ouvert et il n'y avait pas des fronts trop marqués, comme on le voit parfois dans les parlements. Ça s'est un petit peu durci sur la fin, inévitablement, quand il faut commencer à prendre les dernières décisions. C'est normal, chacun essaye de défendre, entre guillemets, son beefsteak, mais il y a, d'un bout à l'autre des travaux, il y a eu vraiment une ambiance très courtoise et très constructive. Et ça, si vous arrivez à le faire, je pense que ça dépend beaucoup des personnes, mais c'est vraiment bénéfique, parce que ça permet de faire des débats qui justement, aboutissent aux meilleurs résultats. En plus des groupes parlementaires, donc comparables à des groupes du Grand Conseil, il y a eu un certain nombre de groupes d'intérêt qui se sont formés, alors interpartis justement, sur des thèmes particuliers, comme par exemple les femmes, donc les questions intéressant les femmes, les jeunes, les langues, et puis l'éducation. Alors, ces groupes se réunissaient en plus, de temps en temps, pour essayer de documenter les débats, et ça enrichissait aussi la discussion. Maintenant, quant à l'organigramme de la Constituante, donc nous avions une présidence tournante, donc chaque année le président changeait, puis les 2 autres ou les 3 autres étaient vice-présidents. Et puis un bureau autour de cette présidence avec
6 constituants, plus les chefs de groupe qui étaient aussi intégrés aux travaux du bureau. Et puis ensuite, on avait alors surtout les commissions thématiques. Ça, c'est le gros morceau, entre guillemets, parce que c'est là que le travail se réalise, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on a divisé les thèmes de la future constitution en 8 chapitres, entre guillemets, et on les a attribués donc à 8 commissions, qui avaient chacune entre 15 et 17 membres, et qui ont planché pendant 6 mois essentiellement, mais même une année, pour amener devant l'Assemblée plénière des thèses dans un premier temps, et puis, mais je vais y venir tout à l'heure. Je vais terminer d'abord avec l'organigramme. Nous avions aussi la conférence des présidents, c'était pour coordonner les travaux, ça c'est un peu formel. Et puis nous avions alors la commission de rédaction, qui n'a pas commencé tout de suite justement, mais dans un deuxième temps, une fois qu'on a des textes qui commencent à être rédigés, il est très important de soigner la forme pour des raisons, disons, déjà linguistiques, mais aussi juridiques. Chaque virgule compte, chaque mot compte. Et il vaut la peine que ce soit justement des constituants qui décident aussi les choses et qui se répartissent les travaux entre la forme et le fond. Nous avons aussi fait des efforts considérables en matière de communication, et ça je vous le recommande aussi, de rester, disons, en contact plus ou moins permanent avec les citoyens. Ceux qui s'intéressent en tout cas aux travaux, il faut qu'ils y aient accès d'une façon ou d'une autre. Nous avions une sorte de commission de communication, mais le secrétariat de la Constituante était aussi très actif par le site internet, par des brochures, et puis une bibliothèque à disposition aussi des citoyens qui le désiraient. Donc il y avait un gros effort de communication. Les coûts des travaux, donc sur l'ensemble des 4 ans, on est arrivé à 5,2 millions de frais. C'est quelque chose de, disons, ça peut paraître beaucoup, mais les Genevois ont fait beaucoup mieux que nous dans ce sens-là. Je crois qu'ils étaient plutôt vers les 12 millions, j'ai plus le chiffre en tête. Mais 5,2 millions sur 4 ans, avec comme position principale les indemnités de séance pour les constituants, les traitements des collaborateurs du secrétariat, et puis justement les frais de communication en troisième position. Alors la dia suivante, c'est pas une erreur, mais c'est pour vous montrer devant quoi vous allez en principe vous trouver au début des travaux. Ça donne un peu le vertige, la page blanche, c'est comme pour certains écrivains, c'est comme pour certains journalistes aussi. C'est d'ailleurs pas obligatoire, parce qu'il y a, dans certains cas, il y a des constitutions qui se font sur la base d'un avant-projet rédigé par un expert. Au départ, on le donne et puis on discute sur un projet, sur un texte. Mais ça, c'est plus fréquent dans les cantons qui ont choisi de confier la tâche au Grand Conseil, comme Neuchâtel l'a fait par exemple. Les cantons qui ont opté pour une constituante, en général, ils préfèrent justement une page blanche, parce que les gens, ils ont envie d'être créatifs, ils ont envie d'apporter leurs idées à partir de rien du tout, entre guillemets. Alors, pour ce qui est du déroulement des travaux, donc la première année, enfin les premiers mois ont été consacrés à l'organisation, on s'est doté d'un règlement, etc. Et aussi d'un secrétariat d'ailleurs, c'était pas tout à fait évident au départ. D'ailleurs, à ce propos, à Fribourg, on a eu quelques balbutiements au départ, si bien que les travaux d'intendance ou de logistique, ils ont été d'abord assurés par la chancellerie, puis ensuite transférés à la direction des institutions, et ensuite au secrétariat de la constituante. Donc si vous pouvez éviter une des étapes, je vous recommande aussi, mais je crois que le département des institutions ici est très conscient des tâches nécessaires, donc je pense qu'il va s'en charger et transmettre le flambeau à l'éventuel secrétariat que vous aurez. La deuxième année, donc l'année 2001, ça a été consacré aux travaux des commissions thématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc elles ont élaboré 393 thèses en tout. Des thèses, c'est des idées, c'est des sortes d'articles constitutionnels, mais pas encore peaufinés. Donc ça permettait de lancer le débat en plénum.
Et ce débat, il a eu lieu justement l'année 2002, donc la troisième année de l'existence de la Constituante. Alors sur la base de ces débats qui ont duré quelques mois aussi, donc le premier semestre 2002, il y a eu une semaine de session par mois pendant 5 mois. Et sur cette base, on a rédigé l'avant-projet de constitution avec nos 2 conseillers juridiques, donc qui avaient l'avantage d'être l'un francophone, l'autre germanophone. Ça, c'est aussi un point commun entre nos 2 cantons. Et je pense que on n'y avait pas pensé à ce point avant les travaux, mais c'était vraiment fondamental d'avoir des compétences des 2 langues et pointues à ce niveau-là, au niveau rédactionnel, mais rédaction juridique justement. Donc j'ai eu la chance d'être entouré de 2 excellents juristes qui étaient jeunes d'ailleurs, mais très performants. Et puis ensuite, on a confié le projet à un expert de droit constitutionnel, professeur d'université, le professeur Borghi, pour s'assurer de la conformité au droit supérieur, et qu'il n'y ait aucune critique possible pour ce texte s'il était admis tel quel. Et puis, une fois que le texte était rédigé, on l'a soumis justement à la commission de rédaction, qui était divisée en 2 sous-commissions, une francophone, une germanophone. Voilà, et puis une fois que le projet aurait été ripolliné, prêt pour un vrai débat politique, entre guillemets, eh bien, il est revenu en plénum en 2003 pour la première lecture. Et puis ensuite, ensuite de la première lecture, il y a eu une procédure de consultation, comme on le fait pour toutes les lois, mais là, ça a été beaucoup plus vaste, dans le sens où on a adressé le projet à toutes les associations, instances connues dans la République, évidemment les communes aussi, les préfectures, enfin tous les corps constitués. Mais aussi on appelait les citoyens, les simples citoyens, à s'exprimer s'ils le souhaitaient. Et nous avons eu en tout plus de 2500 retours sur cette consultation, dont quelques centaines de prises de position détaillées, donc, et puis environ 2000 retours de questionnaires. Nous avions préparé un questionnaire d'une 20aine de questions, plus ou moins plutôt fermées, disons, pour pouvoir vraiment orienter la 2e lecture. Ce qui s'est passé aussi, alors ça c'est ce qui risque d'arriver partout, c'est que évidemment il n'y a pas tout de suite un large consensus, il n'y aura jamais un consensus sur tous les articles. Mais entre les 2 lectures, notre président d'alors, qui était Christian Levrat, dont le nom vous dit sans doute quelque chose, il s'est rendu compte que pour préparer la 2e lecture, il faudrait réunir d'abord les chefs de groupe et puis essayer d'arrondir un peu les angles pour prévoir les éventuelles pierres d'achoppement. Donc c'est ce que j'ai appelé le consensus de Pozieux, parce qu'il a organisé une réunion à Pozieux, qui est un endroit tout près de Fribourg, qui a aussi une histoire liée à l'ancienne Constitution, mais je ne vais pas entrer dans les vieilleries, parce que c'était un hasard. Mais là, il a réuni, puis ça a été assez habile à mon sens, tous les chefs de groupe, et puis il leur a dit quels sont les points auxquels vous tenez absolument, et puis, enfin, quels sont les points les plus importants, est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions, etc. C'était un travail, je dirais, quasiment psychologique, mais qui a été vraiment porteur de fruits, dans le sens où on est arrivé en 2e lecture avec des accords sur plusieurs points importants du contenu de la future Constitution, notamment le préambule, parce que le préambule, c'est un point sensible. Enfin, notre ancienne Constitution commençait par « Au nom de Dieu Tout-Puissant », comme la vôtre, sauf erreur, mais comme beaucoup de constitutions à l'époque. Et puis, certains auraient aimé reprendre une formule de ce genre, d'autres voulaient qu'elle soit complètement laïque et tout. Alors finalement, la formule retenue, c'est « Nous, peuple du canton de Fribourg, croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d'autres sources, virgule, etc. » Donc, c'est ouvert, tout le monde peut se retrouver là-dedans, qu'il soit athée, musulman, catholique ou protestant. Donc, pour dire que ce préambule était un point sensible, et là, on a réussi déjà à trouver un accord. Il y avait aussi l'assurance maternité, sur laquelle ça crochait un peu, parce qu'à l'époque, il faut se souvenir qu'au niveau fédéral, il n'existait pas encore l'assurance maternité. Donc, Fribourg l'a introduite dans sa constitution juste avant qu'elle arrive au plan fédéral.
Mais il faut dire que Fribourg a été un petit peu plus généreux que la Confédération, dans le sens où nous prévoyons aussi des allocations pour les maires en cas d'adoption. C'est en train d'éventuellement venir maintenant au niveau national. Et puis aussi pour les maires sans activité lucrative. Ce qui n'existe pas, puisqu'au niveau fédéral, l'assurance maternité, c'est lié au travail. Un autre thème, c'était celui de l'équilibre budgétaire, qui était un thème sensible aussi, parce que la droite de la constituante voulait des règles très strictes d'équilibre budgétaire, puis la gauche aurait voulu beaucoup plus de souplesse. On a coupé un peu la poire en deux. Il y avait aussi le Conseil de la magistrature, qui est une nouveauté dans le canton de Fribourg, ça n'existait pas avant, mais il y avait un désaccord sur les compétences qu'on lui accorderait, notamment en matière d'élection des juges, de choix des juges. Et la formule trouvée, c'est que le Conseil de la magistrature préavise les élections de juges, mais c'est le Grand Conseil qui les élit. Sur la structure territoriale aussi, il y a eu des grands débats en plénum, notamment sur le fait de savoir si on allait maintenir des districts dans le canton ou pas. Finalement, ils ont été maintenus à la suite d'un vote tranché par la voix du président. Et puis, il y a aussi les droits politiques des étrangers qui ont été discutés à ce stade, mais là, on n'a pas trouvé tout à fait d'accord. Cependant, au niveau du plénum, on a trouvé un assez large consensus pour donner les droits de vote et d'éligibilité aux étrangers au niveau communal, mais de ne pas les donner au niveau cantonal. Tout ça pour dire que sur ces 5 premiers objets que j'ai cités, les chefs de groupe sont arrivés avec des amendements communs, enfin co-signés, donc ça met vraiment une pression sur leurs ouailles, entre guillemets. Il aurait fallu vraiment des idées très, très surprenantes et très novatrices pour aller contre ces accords. Donc la deuxième lecture, c'est assez bien passé, mais avec bien sûr toujours des débats. Il y a un thème qui, chez nous en tout cas, a beaucoup occupé les constituants, c'est celui des langues. À Fribourg, on a une frontière des langues qui est beaucoup plus molle, je dirais, que celle du Valais. Enfin, elle est moins bien dessinée, c'est-à-dire déjà elle traverse tout le canton de haut en bas, et puis il y a des zones où il y a des communes qui sont bilingues. Et puis il y a eu des mouvements dans un sens ou dans l'autre dans l'histoire, et il y a eu des débats assez chauds il y a une vingtaine d'années sur les langues. Donc à la Constituante, il y a aussi eu des débats, mais les articles qui ont été adoptés sont assez bons, je pense, pour qu'on y aille pour les 50 prochaines années sans trop de soucis. D'ailleurs, un article qui me tient un peu à cœur, c'est qu'on a dit que dans l'enseignement obligatoire, enfin à l'école primaire, la première langue étrangère enseignée est la deuxième langue officielle du canton. Et ça, je trouve que c'est assez important. On devrait avoir ça dans les 26 cantons suisses, même s'ils n'ont qu'une langue officielle, mais ils devraient avoir une langue officielle nationale comme première langue étrangère. Ah, mais je m'excuse, je crois que je vous ai privé un peu de cette dia pendant que je parlais, mais si vous m'avez bien écouté... Oui, il y a eu ça. Non, c'est bon, on y arrive gentiment, oui. Oui, parce que, alors, après la deuxième lecture, évidemment, il y avait encore certains points où les choix avaient été différents entre la première et la deuxième lecture. C'est pour cela qu'il faut faire, dans ces cas-là, une troisième lecture sur ces points-là. Ça a été fait en début 2004, donc ça prend relativement moins de temps. Ensuite, la Constituante a voté définitivement sur son projet pour le soumettre au peuple. Il y a eu alors ensuite une campagne de votation qui a démarré le 12 mars 2004. C'était une date symbolique parce que c'était l'anniversaire de l'élection de la Constituante. Et là, vous voyez les présidents qui signent le projet officiel de la Constitution pour la soumettre en votation populaire le 16 mai. Cette campagne a été menée sans moyens financiers, c'est-à-dire il n'y avait pas de budget pour ça, mais les constituants, enfin tous ceux qui étaient favorables au projet, parce qu'il y avait quand même une minorité qui était défavorable, ont renoncé à leurs indemnités pendant quelques séances pour financer les quelques frais de publicité, etc. Mais il y a aussi eu beaucoup de débats publics qui ont été organisés, les constituants se sont investis pour défendre leur projet. Et puis on a constitué un comité de soutien aussi avec
qui était coprésidé par deux personnalités politiques assez populaires, donc le président du Conseil d'État de l'époque, Michel Piter, et puis le conseiller national Hugo Fazel, qui était le plus populaire des conseillers nationaux dans notre canton. Alors voilà, ce qui devait arriver est arrivé, nous avons gagné devant le peuple. C'est-à-dire, bon, ils ont gagné, je devrais dire, parce que moi je n'étais pas constituant, hein, j'étais seulement au service des constituants, mais le projet avait été vraiment construit d'une manière consensuelle, avec certaines audaces, mais sans aller trop loin, sans faire la révolution, disons. Et on a obtenu au niveau du vote populaire 58% de oui pour ce projet de constitution. Quelques mots sur le contenu pour vous donner peut-être, enfin M. Monard a déjà cité 2-3 éléments intéressants, mais pour vous dire peut-être les principales nouveautés que nous avons introduites dans cette constitution. Je citerai, bon j'ai déjà parlé des langues, mais je citerai notamment au niveau des droits fondamentaux le partenariat enregistré, qui pour couple de même sexe, qui aussi est arrivé dans le canton de Fribourg juste avant qu'il arrive au niveau fédéral, c'était presque en même temps. Les allocations de maternité, on en a parlé. L'allocation familiale, donc le principe une allocation, un enfant, ça veut dire que les enfants d'indépendants touchent aussi des allocations. On a un article sur les droits des personnes âgées qui consacre le droit à la participation, le droit à la qualité de vie pour les personnes âgées, qui a donné lieu à un grand projet de politique de la personne âgée qui maintenant est sous toile. Mais c'est un article qui est assez inédit au niveau du droit constitutionnel en Suisse. Les droits politiques des étrangers, j'en ai parlé. Il y a aussi les prestations complémentaires pour familles de conditions modestes, qui sont pour l'instant dans la Constitution, mais pas encore tout à fait dans la législation. Je regrette de devoir le dire, mais les choses avancent. C'est un des derniers objets qui va être réalisé. Nous avons donc la réduction aussi du nombre de députés au Grand Conseil. Nous sommes passés de 130 à 110. Nous avons introduit la médiation administrative, donc nous avons un médiateur au niveau de l'État. Maintenant, c'était un besoin assez largement reconnu. Et puis, un élément qui est aussi inédit dans les constitutions cantonales, c'est l'élection des juges pour une durée indéterminée, monsieur le juge. Donc, à Fribourg, maintenant, les juges sont élus donc, par le Grand Conseil, mais ils ne sont plus soumis à réélection après une période de 4 ou 5 ans. Ils sont élus, entre guillemets, à vie, sauf s'il y a un motif de révocation sérieux. Mais ça a été introduit dans le but de dépolitiser les élections des juges, et je pense que ça fait son office dans ce sens-là. Malheureusement, la dépolitisation n'est pas complète, dans le sens où, vu que c'est le Grand Conseil qui est lié, il est quand même toujours sensible à des appartenances politiques, et ça reste un petit peu difficile pour des juges sans étiquette d'être élus. Mais on va peut-être encore progresser. Voilà, alors le chapitre suivant, je vais être bref là-dessus, mais c'est parce que ça c'est un peu loin pour vous, mais c'est la mise en œuvre de la nouvelle Constitution. Ce que je voulais vous dire à ce propos, c'est que je pense qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est-à-dire, une fois que la Constitution vient d'être adoptée, il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à changer derrière. Donc sur l'ensemble de la législation cantonale, vous aurez au moins le tiers de vos lois qui ne seront plus adaptées, donc il faut soit les modifier, soit créer de nouvelles lois, parce qu'il y a un article constitutionnel qui implique l'élaboration d'une loi. Donc ça, c'est un grand travail qui nécessite une organisation de projet, etc., mais qui évidemment ne dépend plus des constituants, puisque la constituante n'existe plus à ce moment-là. Mais c'est l'État, donc je pense ici la direction le département des institutions qui va reprendre le relais et travailler avec l'ensemble de l'administration cantonale. C'est ce que nous avons fait à Fribourg avec un projet qui devait en principe se terminer sur 5 ans, et il a bien avancé sur les 5 ans qui ont suivi l'adoption de la Constitution. Il reste peut-être 4 ou 5 objets sur lesquels on n'a pas encore concrétisé. Mais il faut rester attentif, enfin personnellement je le suis, mais on a tous des pouvoirs limités.
Euh, voilà, oui, je vous avais écrit que la planification est faite pour ne pas être respectée. Ça, c'est un peu quelque chose que j'ai appris dans cette expérience-là aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de planification. Il faut surtout identifier tous les projets qui sont nécessaires, toutes les révisions de loi qui sont nécessaires. Et puis après, ben, des fois, on n'arrive pas à faire dans le calendrier prévu, mais il faut quand même essayer de le faire un jour. Voilà, alors pour terminer, j'aurais peut-être quelques petites suggestions. Donc, à votre stade, je dirais que, mais vous l'avez déjà compris, je pense qu'il faut quand même bien réfléchir avant de vous engager dans une élection, savoir si vous avez la disponibilité, si vous devez vous aménager un peu votre temps au niveau professionnel ou familial. Mais on peut avoir un emploi à plein temps et puis être constituant. Hein. C'est un peu l'équivalent de député, je dirais, quelque part. Je pense qu'il faut bien soigner les règles de fonctionnement au départ pour que les débats soient efficaces et sereins. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir de bonnes relations avec les pouvoirs en place, les autorités en place. Je pense que c'est mieux parti peut-être en Valais qu'à Fribourg, dans le sens où le Grand Conseil ici s'est prononcé pour une constituante, donc il ne va pas vous reprocher d'exister par la suite. Tandis que chez nous, c'est un peu ça qui s'est passé. On a connu quelques tensions, même avec des coupes budgétaires, parce que le seul point sur lequel le Grand Conseil avait plus de pouvoir que la constituante, c'était le budget. La constituante, c'est un organe qui est un petit peu au-dessus de l'État, qui vole l'aide comme ça. Mais il a quand même besoin d'argent pour fonctionner, et là, le Grand Conseil gardait son pouvoir, et il nous a privés de quelques montants. Une fois, c'était, je dois dire, fort désagréable. Je pense aussi qu'il ne faut pas avoir trop de déférence envers les lois existantes, les lois cantonales existantes, parce qu'à quelque part, on revient à la page blanche, il faut faire comme si rien n'existait dans le droit cantonal. Vous êtes ceux qui rédigent le socle sur lequel on va construire l'ensemble de la législation. Je dis ça parce que j'ai entendu certains constituants dire ah oui, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y a 3 ans, ils ont changé la loi, truc chose, etc. Puis moi, je leur disais non, mais si tu veux changer ça, tu peux, enfin, ta commission propose, etc. Et puis les constituants sont souverains à ce stade, disons. Je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, il convient d'être généreux dans la communication et dans la consultation, donc pour que ce soit vraiment un exercice de construction progressive du projet. Et puis, avoir des ambitions à la hauteur de la mission à remplir, mais avec une bonne dose de réalisme quand même, parce que c'est le résultat qui compte. Donc, il faut arriver avec un projet qui est acceptable par une majorité. Voilà, pour terminer, j'ai noté ici 2 adresses de sites internet qui sont encore en ligne, donc sur lesquelles vous pouvez aller, mais je ne sais pas si vous arrivez à les lire, mais je peux vous les donner après si vous le désirez. Donc le premier, c'est le site de la constituante du canton de Fribourg. Depuis 2004, il n'est plus nourri ni activé, mais il est toujours en ligne et il regorge de documents qui peuvent éventuellement vous servir. Et l'autre site, c'est celui justement de la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Il y a aussi pas mal de documents intéressants là-dessus. Voilà, alors j'ai sans doute oublié un tas de choses, hein, mais j'ai été certainement assez long, puis surtout j'aimerais rester à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez avoir, donc je ne suis pas pressé. Si vous avez des questions, c'est volontiers que j'essaierai d'y répondre.